à vous, Vincent. Pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on voit que le business, les affaires continuent entre l'Ukraine et la Russie. Oui, c'est un chiffre qui est livré par le patron de Naftogaz, la compagnie nationale équivalente de GDF en Ukraine. Naftogaz assure le chauffage de 12 millions de familles. Évidemment, la guerre perturbe le service. Quand un missile s'écrase sur un immeuble, il faut couper le gaz de tout le pâté de maison en urgence. La compagnie s'y emploie avec des équipes qui se précipitent sur place. Au total, après un mois de conflit, 300 000 abonnés sont privés de gaz. 300 000 sur 12 millions. Le chiffre colle mal avec les images qui passent en boucle et qui montrent le calvaire des habitants de Mariupol. L'Ukraine est sous les bombardements. Les destructions sont considérables, notamment des centaines de kilomètres de routes, des infrastructures de transport, des millions de mètres carrés d'appartements et de bureaux dévastés. Mais pour 97,5% des abonnés, il y a le gaz à tous les étages. Est-ce qu'on est sûr de cette évaluation, Vincent ? C'est celle de la compagnie livrée au Washington Post. Alors une question en amenant une autre, il faut aller un peu plus loin, il faut se demander d'où vient ce gaz. L'Ukraine est au carrefour de plusieurs réseaux de gazoducs qui acheminent l'énergie de la Sibérie, de l'Oural et du Caucase russe vers l'Europe de l'Ouest et les Balkans. Le principal s'appelle Fraternité, ça doit être celle d'Abel et Caïn. C'est d'ailleurs pour s'affranchir de cette escale ukrainienne, de cette dépendance que les Russes ont construit ces dernières années, Nord Stream 2 qui passe sous la mer Baltique et Turkish Stream qui passe sous la mer Noire. 30% du gaz livré aux Européens passe encore par l'Ukraine. 40 milliards de mètres cubes par an qui finissent leur périple dans les chaudières ou les centrales d'Allemagne, d'Italie, de Roumanie, de Hongrie, de Slovaquie et de République tchèque. Alors, l'Ukraine prête son sous-sol et touche en échange deux sortes de loyers. Un en nature, le gaz qu'elle prélève au passage, et l'autre en espèces, les royalties qu'elle encaisse. Pour la période 2020-2025, le montant s'élève à 7 milliards d'euros. On aurait pu penser que depuis le 24 février, le gazoduc était à l'arrêt, les installations menacées. Pas du tout. Les artilleurs les ont épargnés et le trafic se fait comme d'habitude. C'est-à-dire que les Russes continuent de livrer le gaz, comme ils l'ont toujours fait, même au pire moment de la guerre froide, et les Ukrainiens continuent d'encaisser les loyers, comme si de rien n'était. C'est absolument du jamais vu. Ce que vous nous racontez est absolument incroyable, puisque les dirigeants ukrainiens reprochent amèrement à l'Europe de l'Ouest d'acheter ce gaz et ce pétrole russe, qui passe donc par leur territoire. Oui, l'hôpital se fout de la charité. Les Ukrainiens reprochent, mais ils gardent le robinet ouvert. Ils critiquent les clients, mais ils touchent au passage. Ils combattent la Russie, mais ils acceptent l'argent de Moscou. C'est un grand paradoxe que ces deux pays qui font en même temps la guerre et des affaires. Il y a de quoi relativiser, évidemment, le chantage moral qu'exerce le président Zelensky, exigeant des Européens qu'ils cessent illico de commercer avec la Russie. La semaine dernière, il s'est fait applaudir debout par députés, sénateurs français, alors qu'il venait de citer Renault, Auchan, Leroy Merlin, qui ont des dizaines de milliers de salariés russes et qu'il accuse d'être les sponsors de la machine de guerre russe. Les Européens sont si faciles à culpabiliser. Ils ont honte de n'avoir pas rompu tous les ponts avec la Russie. Ils ont peur de sentir le gaz. Eh bien, ils ont tort. Ils suivent l'exemple de réalisme que leur donnent Kiev et Moscou. Pour eux, l'argent n'a pas d'odeur. Merci beaucoup, Vincent Hervouet. C'est assez éloquent ce que vous venez de nous raconter.